Merci, professeur Nahid Zarba, et je tiens à remercier M. Bousfiha pour l'organisation de ce congrès, ainsi que toute l'équipe et le bureau de la Moroccan Society of Primary Deficiency. C'est toujours un plaisir de faire une conférence au congrès de la Société marocaine des déficits militaires primitifs, mais malheureusement, avec ces conditions-là, c'est en distanciel, et je veux dire que c'est désagréable parce que c'est l'occasion de retrouver nos amis et nos confrères des différents centres et de partager des expériences en vive voix. Voilà, ça me permettait de poser des questions directes qui surgissent au fur et à mesure. Alors, moi M. Bousfiha m'avait demandé de parler des pneumopathie à cytomégalovirus. Et je commencerai comme vous avez tous fait aujourd'hui, hier et demain, j'imagine, par un cas clinique parce que ça reflète la pratique de nous, de tous les jours en tant que pédiatre et qui va refléter aussi cette maladie et les difficultés diagnostiques et thérapeutiques. C'est toujours un petit nourrisson de 5 mois qui est suivi parce qu'il y a eu plusieurs hospitalisations pour une gêne respiratoire. Ces grossesses non suivies menées à terme, accouchement par voie basse à domicile, poids de naissance non précisé, allaitement maternel exclusif, une vaccination sur le programme national d'immunisation. Au cours de cette petite vie de 5 mois, il a développé plein de choses. Une dermatite atopique qui a été traitée par des émollients, une diarrhée chronique et bien sûr une toux chronique avec des épisodes de dyspnée sifflante récurrente. Les parents sont consanguins de premier degré, ils n'ont pas de cas similaires dans la famille, un frère bien important, pas de notion de décès et pas de maladie auto-immune ou de néoplasie dans la famille. Alors l'histoire, c'est toujours la classique diarrhée chronique liquidienne, dose de 10 L par jour. Depuis l'âge de 2 mois, une toux chronique diurne et nocturne traitée à plusieurs reprises par des antibiotiques et parfois même par des bronchodilatateurs et à plusieurs épisodes de dyspnée sifflante et en nécessité des consultations dans un centre hospitalier avec un intervalle avec une corticothérapie, quand je dis des pertes de mimétiques en immunisation, et un intervalle intercritique symptomatique. Il vient cette fois-ci hospitalisé dans notre formation pour une toux urinaire dans un contexte apyrétique compliqué rapidement du gène respiratoire. À l'examen, qu'est-ce qu'on retrouve? Un mauvais état général. Une hypotrophie, un retard, une taille à moins, une aviation standard, un périmètre crânien correct, et puis il n'y a pas de déformation thoracique, pas de signe d'hypoperfusion périphérique, et des signes de lutte respiratoire, bref, en détresse respiratoire. Voilà. Donc, au total, on a un 5 mois, consanguinité de premier degré, diarrhée chronique, dermatite atopique, une toux chronique avec des dyspnées sifflantes récurrentes et un intervalle intercritique qui reste symptomatique. Notez-le bien, c'est important. Et qui est admis pour une gêne respiratoire en détresse. Et puis, il a une saturation qui est à 90 en air ambiant. La radio thoracique, bien sûr, vous imaginez que ça a l'urgence. Et là, voilà, vous avez des troubles de ventilation, des opacités au niveau apical et bien sûr, un thymus qu'on n'arrive pas à voir qui est en fait enfoui avec ces opacités apicales. Le scanner montre des troubles de ventilation par endroit, un aspect en verre de poule, un syndrome interstitial et même des atelectasies au niveau basal et apical. Et quoi? Alors, cette histoire clinique, l'image radiologique, les hypothèses diagnostiques, comme classiquement allaient les poser les pédiatres, que ce soit dans la périphérie, enfin dans le libéral, c'est un asthme du nourrisson, dermatite atopique, dyspnée sifflante, intervalle intercritique et contre. Et c'est quel pulmonaire de virus, peut-être, mais sur un terrain, il faut chercher. La mucoviscidose avec les diarrhées chroniques, une tuberculose, puisqu'il a 5 mois et une tuberculose traitante est plausible, une atteinte pulmonaire au cours d'une infection à CMV, un déficit immunitaire. Et j'ai envie de dire un truc, en ce moment-là, je pense qu'il faut inverser un peu les hypothèses diagnostiques vers plutôt un déficit immunitaire primitif ou secondaire, puisqu'il y a un retentissement sur la croissance, il y a plusieurs systèmes qui sont atteints et un enfant qui reste depuis sa naissance, il est malade jusqu'à ce jour. Voilà. Premier réflexe, un déficit immunitaire à retenir en premier dans ces situations-là. On a appris dans notre formation continue à penser à autre chose rien que le déficit immunitaire, mais maintenant je pense qu'il doit remonter et être gradé quand même dans les éventualités diagnostiques, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant, avec des arguments très forts en faveur. Deuxième message, toute dyspnée sifflante persistante avec une radiothorax anormale chez nos nourrissons. Il faut penser à une pneumopathie ACMV. Ça,
c'est le deuxième message. Cette pneumopathie assez élevée, on va la diagnostiquer après avec une charge virale pour notre maladie assez élevée qui ne portait pas d'autres diagnostics. Mais cette infection assez élevée peut survenir chez un immunodéprimé quand elle peut arriver chez un immunocompétent. Et on voit des pneumopathies assez élevées, c'est des enfants immunocompétents qui sifflent tout le temps et qui ne répondent pas à aucune thérapeutique. J'insiste à y penser dans votre pratique courante. Alors, chez l'immunodéprimé, c'est notre malade est l'exemple type d'une pathologie dont on a parlé depuis le début de cet après-midi et puis on va finir avec en beauté. Alors, c'est la lymphopénie sans élément polymatricule qui va envoyer directement vers un déficit immunitaire cellulaire. Il faut éliminer une infection rétrovirale et puis un dosage qui montre une diminution des anticorps et bien sûr un sous-typage lymphocytaire qui signe un SCID M1, B-, MK+. La prise en charge, c'est toute une antibiothérapie. J'insiste sur notre traitement antiviral pour canciclovir. Je ne vais pas venir sur ça parce que je pense que Mme Leven a bien expliqué la prise en charge rapide d'un SCID. On va insister sur le traitement antiviral de ganciclovir, Simovan, qui est disponible chez nous, à 5 mg par kilo toutes les 12 heures, ce qui fait 10 à 12 mg par kilo par 24 heures à répartir. Alors, pour nos petits MS, il y a eu une aggravation rapide, il a commencé à faire un état convulsif, transfert en réanimation. Désolé, il est décédé au bout de 3 semaines de prise en charge thérapeutique depuis le début de l'admission. Il est à 5 mois, ça a commencé très tôt, enfin, un mois, donc on est arrivé très, très tard. Alors, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. On n'a pas arrêté de le signaler toute la journée, on n'a pas arrêté de dire que c'est des malades qu'il faut diagnostiquer. Et actuellement, vous connaissez très bien qu'il y a le screening néonatal des SCID qui permet d'anticiper sur les infections opportunistes. Alors, l'infection ACMV, c'est une cause de morbidité et de mortalité chez le sujet immunodéprimé. Ça existe chez l'immunocompétent. J'insiste, il est difficilement exploré parce qu'il y a une longue période de latence du virus, il y a différentes manifestations, souvent parfois asymptomatiques, avec une guérison spontanée, mais il y a des formes de pneumonie chez l'immunocompétent pour lesquelles il faut y penser. Alors, chez l'immunodéprimé, sa pathologie, comme vous avez vu, une siège qui n'est pas vraiment très spécifique à un enfant immunodéprimé. Chez l'immunocompétent, pareil, j'insiste sur un signe majeur, un wheezing, une mauvaise prise pondérale, il faut penser à la pneumopathie ACMV. Alors, l'imagerie, généralement, c'est une atteinte interstitielle diffuse bilatérale, plus ou moins syndrome alvéolaire, mais on a eu des cas. Moi, personnellement, j'ai eu une atelectasie de tout un poumon chez un enfant, et c'est le lavage broncho-alvéolaire qui a permis de mettre en évidence une charge élevée de CMV et qui a permis de lever la détresse respiratoire. C'est un enfant nourrissant qui était dépendant, un nouveau-né qui était dépendant d'oxygène à 3 à 4 litres d'oxygène et les choses se sont arrangées après traitement antiviral. La TDM, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, des images en verre de Fourier et des images de condensation. Voilà le coupable, c'est un virus à ADN, c'est un virus strictement humain, c'est pas le pingouin, la chauve-souris ou le pingouin qui va le ramener, c'est contre les humains. Apparemment, il y a une différence entre la population. Le portage de ce virus en urbain est beaucoup plus important, de 90%, avec une transmission naturelle à travers toutes les sécrétions du corps. Au niveau du lavage broncho-alvéolaire, au niveau du sang, au niveau de la salive, au niveau du lait, au niveau de tout, au niveau des selles. Et bien sûr, elle peut être aussi iatrogène à travers les transfusions. Et ça, c'est un autre facteur. Et la transplantation, dont on va reparler tout à l'heure. Il est découvert en 1956, c'est un virus de la famille des herpes viridés, CMV, un tout petit, 150 de sang, comme celui de SARS-CoV-2, et puis il a plusieurs brins ORF, et les souches sont classées en fonction des génotypes, avec des gènes qui sont codants pour les protéines de virulence et qui sont peut-être parfois responsables aussi de gènes de résistance. Une incubation de 2 à 3 semaines après l'infection. Alors, quand on fait le diagnostic de l'infection CMV, surtout sur un terrain d'immunodéficience, c'est surtout le diagnostic de l'activation virale qu'il faut réaliser par les techniques spécifiques. La PCR, que vous connaissez très bien,
et si c'est possible, la culture virale qui va permettre de déterminer un peu le gène et de déterminer la virulence. Sur quel site, sur quel prélèvement, tout type de prélèvement, le sang, les urines, le liquide céphalorachidien, la lésion buccale, les tissus d'organes, les biopsies pulmonaires, hépatiques, digestifs et aussi par la pneumopathie, le lavage broncho-alvéolaire qui permet de dire que l'infection est surtout au niveau pulmonaire, surtout chez l'immunocompétent quand on a une bactériémie importante, on ne sait pas est-ce qu'elle est vraiment responsable des manifestations respiratoires ou pas. Donc, chez l'immunodéprimé, le diagnostic de la maladie repose sur la mise en évidence directe du virus sur l'organe atteint, associé parfois à la bactériémie au niveau du sang. On parlait, il y a des marqueurs de l'activité de CMV, une cytolyse, une anémie, un syndrome mononucléosique, mais ce n'est pas spécifique. Alors, je reparle de la sérologie. Moi, personnellement, en matière d'immunodéficience, même chez les enfants immunocompétents, c'est difficile de porter le diagnostic rapidement sur la sérologie. Il faut absolument avoir une PCR. Cette PCR sur la bactérie, sur le sang qui permet de mettre une virémie du CMV, mais associée à une symptomatologie clinique avec des signes radiologiques qui s'approchent du CMV permet de retenir le diagnostic. L'idéal, c'est la bronchoscopie avec le lavage broncho-alvéolaire, voire même, quand c'est difficile, faire une biopsie pulmonaire. Et là, ça permet de faire aussi une culture du virus et faire une étude du génome. Alors, revenons à la sérologie par expérience. Toutes les sérologies qu'on a demandées, il y en a ceux qui sont positifs, il y en a ceux qui sont négatifs. Donc, ça fait que dérouter le diagnostic. Donc, j'insiste sur la PCR-CMV. Il y a ce marqueur, moi je n'ai pas d'expérience là-dessus, je pose la question à mes collaborateurs des autres centres et des confrères des autres centres, c'est l'antigénémie PP67. Elle est intéressante parce qu'elle permet de mettre en évidence par immunofluorescence la réplication virale intraleucocytaire. Elle permet de quantifier le nombre de ce virus et elle aurait une sensibilité de 89% et une spécificité de 100%. Qui dépasse un peu plus celle de la PCR multiplex, la PCR du CMV, parce que la PCR du CMV, on a tendance à avoir une valeur prédictive positive un peu faible que l'antigénie PP65. Apparemment, elle est définie par la présence de moins d'une cellule infectée par 2105 leucocytes. Alors, revenons à la sérologie, le diagnostic de primo-infection en CMV, on peut l'apporter sur la sérologie après mise en évidence des particules virales chez un patient séronégatif, associé à une séroconversion des IgM, apparition des IgM, puis après apparition d'IgG. Et s'il y a un patient, pourquoi on parle, parce qu'on aura les donneurs aussi, et puis les adultes, si vous avez un patient CMV séropositif, une élévation significative de taux d'IgG anti-CMV qui est supérieur à 4 fois le taux initial est évocateur d'une réactivation virale. Donc, il faut attendre 3 semaines pour avoir cette augmentation. Donc, il y a une perte de temps quand même, un diagnostic qui sera apporté tardivement. Voilà l'inconvénient de ce bilan. Un petit aperçu sur la réponse immunitaire inflammatoire quand on est infecté par un virus CMV. Le virus CMV, une fois à l'intérieur de la cellule, monocyte puis macrophage, il va induire au niveau d'un promoteur MEIEP au niveau de l'ADN à travers la stimulation de la NF-κB, une stimulation de cytokines, TNF-alpha, et des cytokines inflammatoires, ainsi qu'une synthèse d'interleukine B. Toutes les deux vont entraîner et être responsables de dommages tissulaires, de lésions, de cytotoxicité avec effet cytopathogène du CMV à travers la hémosynthétase. En parallèle, regardez ce qui se passe, vous avez les protéines virales. Les protéines virales qui vont agir ultérieurement. Ils vont agir sur quoi? Sur une immunité cellulaire qui est faite d'une activité NK, de cellules porteuses de CMH classe 1 et classe 2 et une migration leucocytaire vers le foyer infectieux qui vont essayer d'inhiber cette réplication virale. Alors, les protéines virales de ce virus vont entraîner une inhibition de cette immunité cellulaire. Alors, ce qui explique les phénomènes de réactivation ou d'aggravation ou de réapparition du virus, ou de réinfection, parce que
dès qu'il y a une diminution de cette immunité cellulaire, il y a un relâchage de quelques réplications virales du CMV. Cette réplication va envoyer quelques protéines qui vont agir directement sur l'immunité cellulaire. Donc, tout déséquilibre de cette immunité cellulaire va entraîner une réactivation de l'infection CMV. Voilà. Alors, les facteurs de risque de cette réactivation, comme je vous ai dit, une diminution de la réponse lymphocytaire T, déjà initiée par un SCID congénital. Madame Hafidi, Oui. Oui. Vous avez dépassé le temps, on doit passer à la discussion. 2 secondes, j'y suis, c'est rapide. Principale situation, c'est la greffe des cellules souches hématopoïétiques et puis des situations de SCID, comme on a vu tout à l'heure. Voilà, ça va y arriver. Alors, la question qui se pose pour un SCID, c'est surtout la présence de virus au niveau du lait maternel. Est-ce qu'il faut allaiter ou pas dans notre contexte national? Neven avait répondu tout à l'heure par rapport à la pasteurisation du lait, mais il y a aussi le problème des donneurs qui seraient séropositifs et qui provoqueraient une infection chez le malade quand on va le proposer pour la greffe des cellules souches hématopoïétiques. L'arsenal thérapeutique, il est très limité, malgré le fait qu'il y ait un rebond pendant les premières années des infections VIH. Il a bénéficié de l'innovation par rapport au VIH, des drogues anti-VIH, mais après, il y a eu un arrêt, ce qui fait qu'on a quelques molécules pour traiter ce CMV. Alors, on va retenir le ganciclovir qui est disponible chez nous, et cette pneumopathie, c'est une urgence thérapeutique parce que ça peut créer une diffusion sur d'autres sites et entraîner le décès de nos petits déficits immunitaires. Le ganciclovir, c'est le premier. Il a apparemment 10 fois une concentration plasmatique 10 fois supérieure à celle des cellules infectées, avec une diffusion au niveau du LCR et au niveau des yeux qui est assez intéressante, qui permet de traiter les rétinites pigmentaires, les rétinites à CMV. Le problème, c'est la toxicité avec les pneumopropone qui apparaît 1 semaine ou 2 semaines après le début du traitement, qui nécessite parfois l'arrêt. Ces arrêts vont provoquer, ou le traitement prolongé va provoquer une résistance au ganciclovir qui imposera l'utilisation d'autres antiviraux, dans le valganciclovir, qui est une forme galénique par voie orale et qui permettrait d'avoir une biodisponibilité assez intéressante et accéder au site infectieux pulmonaire, LCR, cérébral et aussi oculaire. Troisième utilisation, c'est le phosphocarnate qui est un inhibiteur direct de l'ADN polymérase virale et qui a une affinité plus importante, 100 fois plus importante pour l'ADN polymérase du virus. Il a une diffusion cérébrale, oculaire et aussi pulmonaire assez intéressante. Toutes ces drogues-là sont sujettes à une résistance qui est portée par les gènes qu'on a dit tout à l'heure, UL45. Et la solution, c'est les associations entre 2 antiviraux. Dernière plaque, voilà, la thérapeutique adoptée actuellement qui fait qui invoque, c'est les malades qui sont qui ont reçu une greffe des cellules souches hématopoïétiques avec un donneur compatible, l'utilisation des lymphocytes T qui ont une activité anti-CMV et qui permettent d'être retransplantés chez l'enfant qui a fait une greffe des cellules, qui a bénéficié d'une greffe des cellules souches hématopoïétiques et qui fait une réactivation ou une infection à CMV dans les 100 jours après l'infection. Voilà. On souffre encore d'un retard diagnostique de ce type de malade. Le CMV est non diagnostiqué, je dirais, parce qu'il faut que ce soit un spécialiste en pneumopédiatrie pour y penser. Maintenant, il faut que tout le monde y pense pour avoir une prise en charge précoce. Et merci.